Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir pour cet épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs et des aventuriers hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou tout simplement que vous aimez vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est vraiment fait pour vous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter Mathieu Torder. Je suis vraiment heureux d'avoir fait cet épisode. Mathieu est aventurier, il a 27 ans et il se lance dans des expéditions folles un peu partout autour du globe. C'est un passionné d'aventure et de nature. Bien que je sois un petit peu du genre à beaucoup aimer les challenges, je n'arrive pas à la cheville de Mathieu. Il m'a reçu chez lui dans son appartement à Paris un jour de canicule. Le chaud, d'ailleurs, il connaît très bien puisqu'il a fait le Marathon des Sables, une course de 250 km dans le Sahara marocain par plus de 40 degrés Celsius. Mais il connaît aussi très bien le froid, puisqu'il est le Français le plus jeune à avoir atteint le pôle Sud en Antarctique, sans assistance et en complète autonomie. Dans cet épisode, il nous racontera ses expéditions les plus folles, il abordera aussi sa vision du risque et comment il prépare toutes ses expéditions. L'épisode est un petit peu long, mais je vous recommande vraiment de l'écouter jusqu'au bout, tellement l'épisode est riche et tellement Mathieu partage ses détails uniques avec générosité. Je suis certain que vous allez adorer et je remercie Mathieu pour ce moment privilégié. Bon, juste avant de commencer, j'ai 2 petits messages à vous faire passer. Vous le savez très bien, un exploit se fait toujours grâce à un excellent public. Donc je compte sur votre soutien pour que le podcast entre dans la légende et monte dans les classements. Donc si vous aimez cet épisode, pensez d'abord à vous abonner, à en parler autour de vous et aussi à lui mettre 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Ça m'aide vraiment beaucoup. Enfin, si vous voulez me suggérer des invités aussi incroyables que Mathieu, Instagram est un excellent moyen de le faire. Le compte extraterrien.podcast y est dédié et je vous partage aussi les coulisses du podcast. Allez, trêve de bavardage, on enfile nos moufles et notre manteau et on part dans le pôle sud avec Mathieu Torder. Salut Mathieu. Salut. Écoute, merci beaucoup de m'accueillir chez toi. Avec grand plaisir. Tu vois, il fait chaud, c'est la canicule, mais on a ouvert les fenêtres. Ouais, exactement. Il fait très très chaud. Et d'ailleurs, on va parler de chaud et de froid aujourd'hui. Merci beaucoup en tout cas de m'inviter parce que j'ai pris énormément de plaisir à préparer ce podcast. Tu m'as fait voyager, tu m'as fait aller dans tous les sens. Je spoile pas pour les auditeurs qui vont nous écouter. Et je vais commencer par la question que j'adore poser à chaque fois. Quel est ton premier souvenir de sport ou d'aventure ? Alors, mon premier souvenir, il y en a eu beaucoup, mais je pense tout de suite, moi, à un moment où j'avais 16 ou 17 ans et je suis parti relier Rouen, en Normandie, jusqu'au Havre, qui est au bord de la mer, à vélo. Et moi, c'était une distance qui faisait 85 km ou 90 km, mais j'avais jamais vraiment fait de vélo, quoi. Et j'avais emprunté un vieux vélo Peugeot un peu rouillé qui était dans la cave de mes parents. Et je suis parti comme ça, de Rouen, de la maison de mes parents jusqu'à la mer, quoi, jusqu'au Havre. Et c'était vraiment mon premier souvenir d'aventure parce que je partais vraiment à l'aventure pour le coup, même si c'était en Normandie, si c'était chez moi, chez mes parents. Il y avait un sentiment de liberté et d'aventure assez fort à ce moment-là, moi qui n'avais jamais fait une longue distance à vélo. Donc c'est un peu mon premier vrai souvenir d'aventure. Mais après, il y en a eu plein d'autres. Moi, j'ai été scout pendant 10 ans, donc ça fait longtemps que je dors dans les bois, que je construis des cabanes, que je cours dans la forêt. Donc il y a des souvenirs d'aventure et de sport, il y en a beaucoup, mais cette traversée Rouen-Le Havre, je l'ai en mémoire de manière assez prégnante. Ok, c'est marrant. Et tu l'avais fait toute seule cette aventure ? Et écoute, ouais, j'étais parti tout seul. J'étais parti tout seul sur une journée. Je me souviens, j'étais arrivé de nuit au Havre, en passant par une forêt, en croyant prendre un raccourci qui s'en est pas révélé en être un. Mais ouais, tout seul avec ce vélo Peugeot, en prenant le temps. Et c'est un bon souvenir. Ouais, j'imagine. Et tu as cité un petit peu tes parents et ton enfance. Tu penses qu'après, avec du recul, est-ce que c'est plus facile, est-ce qu'on dit toujours que c'est facile de relier les points avec un petit peu de recul ? Tu penses qu'il y avait des signes un petit peu annonceurs quand tu étais plus jeune que tu allais un petit peu... Ouais, alors
Moi, je suis né dans une famille de voyageurs, c'est-à-dire qu'on est 5, j'ai une grande sœur, un petit frère, et mes 2 parents qui sont des voyageurs, un peu par leur métier, parce qu'ils ils sont médecins, ils font de l'humanitaire à l'étranger. Donc moi, j'ai grandi avec une maman qui partait au Vietnam tous les ans, pendant 15 ans d'affilée, pendant un mois. Et puis après, mon père s'est raccroché au wagon en partant après sur des missions en Afrique. Donc ils sont allés ensemble à Madagascar, au Mali, au Burkina. Donc c'était pas pour Médecins sans frontières, c'était vraiment pour une autre organisation parce ils pratiquent la médecine dans une clinique en France, mais ils partaient comme ça sur des périodes assez courtes, environ de 3 semaines ou d'un mois. Et donc moi j'ai grandi un petit peu avec des parents qui bougeaient un peu pour leur métier et qui bougeaient aussi un petit peu par leur plaisir, qui nous ont emmenés avec ma grande sœur et mon petit frère un petit peu en voyage aussi. Donc en fait le fait qu'aujourd'hui je fasse des aventures et des expéditions sportives ou pas d'ailleurs, un peu aux 4 coins du monde, ça a été un petit peu impulsé par l'éducation que j'ai pu recevoir aussi quand j'étais jeune, et puis cette ouverture sur le monde qu'on m'a inculqué assez jeune. Ok, ouais, c'est marrant, comme quoi le voyage, enfin, je trouve que ça fait des enfants, des enfants hyper ouverts sur le monde et qui deviennent accros toute une vie. Là, j'en parlais avec Hélène qui est escrimeuse, et elle, l'escrime, ça l'a fait voyager hyper tôt. Ah bah ouais, pour les compétitions, etc. Ouais, exactement. Et finalement, elle se rend compte que pour elle, ça a été un énorme moyen d'éducation, d'ouverture et de passion, en fait, finalement. Ouais. Et du coup, un petit peu plus tard, tu fais un de tes premiers grands périples, j'ai vu en tout cas sur lesquels tu as été un petit peu médiatisé, ça a été ta traversée de l'Europe à vélo. Ouais. Peut-être qu'il y en a eu avant. Alors non, celle-ci c'est vraiment la première grande aventure qui a un petit peu été le point de départ de toutes les autres. C'est-à-dire que je suis parti juste après mon bac traverser une partie de l'Europe de l'Est à vélo. Donc je suis parti de Budapest, qui est en Hongrie, jusqu'à Istanbul en Turquie, en empruntant le vélo d'un ami qui avait fait lui pour le coup le tour du monde à vélo. Moi je l'avais suivi pendant tout son voyage. C'était un ami qui était un peu plus vieux que moi, mais j'étais fasciné en fait par l'idée de me dire que c'était possible de traverser un pays, voire tout un continent à la force des mollets et des cuisses, quoi. Et donc je l'ai suivi sur son voyage, et quand il est revenu en France, je suis allé à son retour quand il est arrivé, et je lui ai demandé quelques semaines plus tard, s'il accepterait de me prêter son vélo pour moi, à mon tour, vivre ma propre aventure à vélo. Alors c'était pas un tour du monde, c'était un Budapest-Istanbul, et il a accepté, il m'a prêté son vélo, et je suis parti un été, juste après mon bac, traverser cette partie de l'Europe. C'était un voyage hyper formateur parce que je suis parti tout seul avec des affaires, une tente empruntée à droite à gauche, un sac de couchage, un réchaud, et puis je suis parti à l'aventure comme ça pour 2000 km environ. Et je me souviens que c'était assez difficile dans les premiers jours parce que je partais sur cette aventure un peu incertaine, que j'avais mes potes de lycée qui étaient en vacances dans une maison de vacances familiale, que moi j'étais tout seul un petit peu comme un con sous la pluie en Hongrie, et que je pédalais vers l'est mais sans trop savoir ce que j'allais y chercher, quoi. Et finalement au fur et à mesure des jours, je m'étonnais de faire plus de kilomètres que la veille, je me faisais héberger par des gens que je croisais, je dormais en pleine nature, et j'ai commencé vraiment à aimer ça, à aimer cette itinérance et cette débrouillardise et ce contact aussi avec les gens, parce que quand on a 18 piges et qu'on connaît pas grand chose à la vie, et finalement je pense qu'on est un peu naïf et que les gens nous prennent sous leur aile de manière assez bienveillante. Et donc j'ai successivement traversé une partie de la Hongrie, après je suis allé en Roumanie, après en Bulgarie, et puis jusqu'à arriver à Istanbul. Et je me souviens qu'en arrivant à Istanbul, en arrivant en Turquie, j'étais hyper fier en fait, d'être arrivé au bout de cette route là, j'étais hyper fier de m'être lancé et de pas avoir seulement gardé en rêve ou en chimère ce tour du monde à vélo de mon pote, quoi, parce que j'avais vécu moi ma propre aventure à vélo, et ça a été un petit peu le point de départ de toutes les autres aventures, parce que moi j'y ai pris goût et donc ça m'a donné envie d'en voir encore plus et d'en faire encore plus. Ouais, et finalement ça, je trouve, ce qui est hyper marrant, c'est que tu t'es quasiment pas préparé et t'es parti un petit peu sur un coup de tête. Ouais, tout à fait. Ça fait assez vite ce déclic. Ouais, absolument. J'avais cette première expérience Rouen-Le Havre à vélo là, que j'avais faite avant ce voyage, mais qui était une forme un petit peu de découverte, et puis qui m'a peut-être mis un petit peu le pied à l'étrier. Mais j'avais pas beaucoup plus de préparation que ça. Moi, je crois qu'en fait, la préparation, finalement, c'est important quand on se lance dans des grandes expéditions qui sont physiquement très exigeantes, mentalement éprouvantes,
éprouvantes ou qui sont très contraignantes par l'aspect environnemental ou climatique. Ça, c'est vraiment important de se préparer. Mais quand on se lance sur des petits voyages à vélo comme ça, en soi, on pourrait avoir un super vélo, on pourrait avoir du super matos, on pourrait être très très préparé. Je suis pas sûr que la finalité sera exactement, que ça changera du tout au tout. Moi, je pense qu'on a une envie, quand on a l'enthousiasme, ça sert à rien non plus de préparer dans les moindres détails. De toute façon, on sera jamais prêt à 100%. Et ce qui compte, je pense, c'est vraiment l'envie, l'enthousiasme. Et quand on reste en Europe ou en France, quand on a un problème de vélo, on trouvera toujours quelqu'un pour nous aider ou un magasin pour réparer, quoi. Donc moi, j'y suis vraiment allé un petit peu. C'était peut-être aussi la naïveté d'un mec de 18 ans, quoi. Mais j'y suis allé sans préparation et finalement, ça s'est plutôt bien passé. Ouais. Franchement, en tout cas, l'histoire est belle et je sais pas si à 18 ans, j'aurais eu le courage de faire une aussi longue distance. Je commençais le vélo tôt, donc j'ai fait des Paris-Chartres et ce genre de choses, mais en tout cas, je sais pas si j'aurais eu le courage d'aller jusqu'à Istanbul. Et, c'était pas. C'est assez impressionnant. Et suite à ça, ça t'a mené à plein d'autres aventures. Mais j'avais vu, juste avant d'en parler, j'avais vu dans une autre interview que tu parles un petit peu de la peur de se lancer et que toi, tu avais une technique un peu pour ça qui était de t'engager auprès de tes proches. Ouais. Alors, la peur de se lancer, c'est vrai que j'en parle un petit peu. Moi, j'ai pas mal de personnes qui m'écrivent ou qui me contactent ou avec qui j'échange, qui me disent, voilà, j'aimerais trop un petit peu faire ce que tu fais. Et donc, moi, je suis hyper touché par ça parce que ça me montre que ce que je partage ou ce que je vis a une résonance chez pas mal de personnes. Donc, moi, j'en suis flatté, j'en suis ravi. Mais c'est vrai qu'il y a une forme un petit peu j'ai l'impression avec les conversations que je peux avoir que les personnes à qui je m'adresse parfois se disent je serais incapable de faire ce qu'il fait. Et en fait, tout a été une construction pour moi, tout a été un cheminement, c'est-à-dire que, on va en parler après, mais je me suis pas réveillé un matin en me disant que je voulais aller au pôle Sud en solo, quoi. Tout ça a commencé bien en amont, et donc pour se lancer, moi, un conseil que je donne, c'est plutôt de pas tellement réfléchir, c'est-à-dire que le plus difficile pour moi dans cette aventure Budapest-Istanbul, ça a été de réserver le billet d'avion pour Budapest, quoi. Non, mais ça a vraiment été ça, quoi. Ça a été de prendre, d'aller sur le comparateur de vol, de prendre le billet le moins cher pour Budapest. Je me souviens, c'était un EasyJet, et de réserver ce vol et de dire à tout le monde que j'allais partir. Et en fait, je crois que la technique, moi, ou en tout cas l'enseignement que j'en ai tiré de tout ça, c'est quand on a un projet qui est un petit peu mûr, mais qui nous manque un petit peu le déclic pour passer le pas, enfin vraiment pour se dire on y va. Et bien l'idée, pour moi en tout cas, ça marche, c'est d'en parler à tout le monde, d'en parler à son entourage, d'en parler à ses collègues, d'en parler à ses parents, ses amis, sa copine, son mec, ses enfants si on en a, d'en parler vraiment à tout le monde. Et le fait en fait d'en parler, le fait de dire moi cet été je pars faire à vélo Budapest-Istanbul, et bien ça cristallise une forme d'engagement vis-à-vis de soi, parce que de quoi on aurait l'air si le jour venu on avait dit qu'on partait et finalement on part pas. Je crois qu'on est tous un petit peu fiers au fond de nous et qu'on a besoin de se tenir à certains engagements, et le fait d'en parler, c'est une forme d'engagement, c'est une forme de confirmation, et je crois que ça on peut l'employer une fois qu'on a un projet qui est un petit peu mûr, mais qui manque un petit peu ce déclic. Moi en tout cas ça fonctionne bien. Non, en plus ça aide beaucoup à se réaliser finalement, parce que quand t'en parles, les gens te posent des questions. Si t'as pas envie de paraître pour un idiot, t'apprends à y répondre, et en fait tu fais petit à petit ton discours il grandit au fur et à mesure de tes connaissances et de ta préparation, quoi, finalement. Exactement. Donc, et puis ça définit un peu le projet, et je crois que c'est valable dans plein de choses. Enfin, tu vois, tu me disais tu te lances dans le podcast, c'est quelque chose que tu as dû avoir en tête pendant longtemps, et puis à un moment tu t'es lancé, quoi. Donc je pense que tu as pris les contacts, et puis à un moment tu t'es dit j'y vais, quoi. Et c'est vraiment ce premier pas qui est le plus difficile, et je pense que pour favoriser ce premier pas, faut prendre des contacts à droite à gauche, et puis parler de ce projet, et puis au bout d'un moment s'engager verbalement auprès de ses proches, quoi. Et dire j'y vais. Ouais, exactement. Et du coup c'est une technique que tu fais depuis que tu avais fait à l'époque déjà, ou... Moi je l'avais faite pour déjà Budapest Istanbul. Après tout ça est devenu de plus en plus professionnel, de plus en plus préparé. Moi aujourd'hui j'arrive à vivre de mes aventures et de mes conférences, donc j'utilise un petit peu moins cette technique, mais voilà, parfois par exemple je rêvais de faire le marathon des sables ou un Ironman, et puis à un moment
je me suis dit, mais il faut arrêter de rêver, quoi. À un moment, il faut rencontrer les mecs qui ont fait ce genre de choses, il faut se préparer, et puis à un moment, il faut réserver son ticket, et puis en parler à tout le monde, et puis une fois qu'on a fait ça, je pense qu'on a fait presque le plus dur, quoi, parce qu'il n'y a plus enfin, j'exagère peut-être un peu, parce que l'entraînement est long, mais le plus dur, c'est effectivement ce premier pas, et donc moi, j'utilise encore cette technique, ouais, bien sûr. Ouais, écoute, c'est un très bon conseil, en tout cas, je pense, pour les auditeurs. Mais on reparlera du marathon des sables. J'ai pas mal de questions à te poser parce que c'est une épreuve assez mythique pour avoir fait de beaucoup de courses à pied par le passé. Ouais. Mais je crois que suite à ce périple en vélo, tu te lances dans des aventures en 4L. Ouais. Alors, il faut que tu m'expliques pourquoi la 4L déjà. Alors, pourquoi la 4L, c'est vrai que là, on est loin du sport. Là, tu prends la voiture, je pense. Bon, certes, c'est une voiture emblématique, mais c'est pas forcément la plus évidente pour traverser. Je crois que tu as fait la Chine jusqu'au Kazakhstan, l'Ouzbékistan. Alors ouais, en fait, j'ai eu plusieurs voyages en 4L, mais en 2013-2014, moi j'étais encore étudiant, j'ai choisi avec mon ami d'enfance de mettre mes études entre parenthèses pendant 1 an, en accord avec nos universités respectives. Et l'idée avec Nicolas, parce que c'était mon ami d'enfance, ça l'est toujours d'ailleurs, on est toujours très proches, l'idée avec Nicolas c'était de partir pendant 1 an en 4L pour voyager, mais aussi pour promouvoir la microfinance. En fait, nous on était étudiants et on se disait qu'on avait envie de nous rendre utile un petit peu à notre échelle, d'avoir un fil rouge dans notre aventure et de pas uniquement partir pour voyager. C'était évidemment l'envie de départ, mais on se disait, voilà, on a la chance de pouvoir voyager, d'avoir un passeport français, de pouvoir trouver des partenaires et des sponsors qui nous accompagnent dans cette aventure. Essayons de la rendre un petit peu utile. Et donc l'idée du microcrédit, c'était de soutenir des micro-entrepreneurs à travers le monde avec une dotation financière au total qui faisait 25 000 €. Et avec cette dotation-là, on l'a répartie à 150 personnes à travers le monde. Et l'idée, c'était d'aller leur rendre visite sur place et regarder comment l'argent avait été utilisé. Donc pour faire très simple, il y avait plein d'activités représentées. On était accompagné par des ONG, des institutions de microfinance. Tout ça était très, très bien organisé, très bien huilé. Mais c'était un voyage d'1 an à travers 40 pays où on est parti de Rouen, encore une fois, là où habitaient mes parents. Et on est d'abord parti vers l'Est, vers l'Inde. On a roulé comme ça de Rouen jusqu'en Inde. Après, en Inde, on a mis la voiture dans un container qui est allé aux États-Unis. Nous, pendant ce temps-là, on est allé faire du microcrédit en Asie du Sud-Est parce que le container mettait 6 semaines à aller jusqu'à San Francisco. Et quand on est arrivé à San Francisco, on a récupéré la 4L, on est descendu le long de la Panaméricaine, à travers l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, jusqu'en Amérique du Sud, où on a continué de faire du microcrédit sur la route. Et on a trouvé un bateau à Rio, au Brésil, pour traverser l'Atlantique et retourner, aller en Afrique, aller à Dakar, au Sénégal. Et de Dakar, on est remonté via la Mauritanie, le Maroc, l'Espagne, jusqu'en France. Donc c'était un vrai tour du monde, une vraie boucle qui a duré quasiment 1 an. Un voyage de 50 000 km et qu'on a fait en 4L. Et du coup, on l'a pas fait avec une autre voiture parce qu'on se disait en montant ce projet avec Nicolas que la 4L, c'était quand même une voiture qui rappelait un souvenir plus ou moins lointain à tous les Français. Quand tu fais un sondage auprès de potes ou tes parents ou des potes de tes parents, et tu remarques qu'ils ont tous eu une 4L ou alors ils ont tous déjà conduit une 4L ou ils ont tous appris à conduire sur une 4L. En fait, c'est quand même une voiture, c'est la voiture qui a été la plus produite, la voiture française qui a été la plus produite dans l'histoire de l'automobile. Donc c'est quand même une voiture qui a fait le tour des campagnes, le tour des villes, que tout le monde reconnaît de près ou de loin. Et quand tu es à l'étranger avec une 4L, comme t'as pas la clim, comme elle est toute petite, elle est faite de morceaux de tôle, et elle a un capital sympathie assez important. Et nous, c'était un moyen d'arriver dans les villes et les villages assez chouette, assez sympathique, quoi. On n'était pas dans un gros 4x4 Land Rover climatisé avec des vitres teintées, quoi. J'exagère, mais je trouve que ça collait bien aux étudiants qu'on était. Et donc la 4L, c'était un bon moyen justement de rencontrer les gens. Après, c'était aussi une voiture qui était pas chère à l'achat. Moi, je me souviens, on l'avait acheté 1 500 € ou 2 000 €. Puis la mécanique est simple. Et voilà. Et tu l'as très bien dit, la mécanique c'est le b.a-ba de la mécanique. Moi, je suis pas mécano, mais je sais quand même faire la base, changer une courroie, faire une vidange, chose qui serait compliquée à faire sur une voiture où il y a beaucoup d'électronique, etc. Donc nous, c'était pour ces raisons-là, aussi parce que c'est une voiture qui est assez légère, donc qui passe un petit peu partout. Donc on s'est arrêté sur ce choix de la 4L. On aurait pu prendre la 2 chevaux qui est un petit peu plus lente, qui est un peu moins rapide. Donc ça a été la 4L. Ouais. En tout cas, ça marque déjà une belle aventure de tour du monde. Mais je crois qu'en revenant,
tu as eu envie de faire des projets déjà un peu plus sportifs. Ouais. Et du coup, tu lâches la 4L finalement. Ouais. Et ça a été quoi un peu la réflexion derrière ça? Est-ce que tu t'es dit, est-ce que t'as eu une envie de pousser ton corps un petit peu loin? Est-ce que tu as eu envie de découvrir tes limites? Ouais, alors je pense que c'est un peu la conjugaison de tout ça. C'est vrai qu'après ce tour du monde d'un an, qui était une vraie découverte du monde, un tour du monde à travers 40 pays, bon, c'est à la fois très très rapide, hein, mais c'était un superbe, bel horizon aperçu de notre belle planète. Et moi, c'est ça qui m'a donné en tout cas envie d'essayer d'en faire un métier, parce que puis je vais répondre à ta question, hein, mais en revenant de ce tour du monde-là, avec Nicolas, on a fait un documentaire et un livre, alors que c'était pas du tout prévu au départ, parce que moi j'avais fait beaucoup d'images sur le terrain. Et finalement, j'ai adoré partager cette aventure, j'ai adoré faire des photos, faire des films, et on a réussi à en faire un beau documentaire qui a été ensuite acheté par une chaîne de télévision qui s'appelle Ushuaïa TV, et puis un bouquin qui a trouvé plutôt son public. Donc moi, ça m'a donné envie de continuer à faire des aventures et d'essayer d'en vivre tout simplement. Donc au fur et à mesure des années, moi j'ai continué mes études, mais c'est vrai que ma définition de l'aventure, c'est porter sur à la fois de la découverte géographique, de pays, de rencontres, etc., mais aussi sur la découverte un peu de son propre potentiel. Et c'est là que sont venues les expéditions un peu sportives ou les défis physiques, où moi en fait j'aime bien l'aventure quand elle se double d'un défi sportif ou d'un défi, d'un challenge physique. Donc c'est pour ça que j'ai participé à des événements comme la Transcontinental Race, qui est une course d'ultra distance à vélo qui consiste à arriver en premier à Istanbul. Donc c'est une course un peu débile on était parti de Belgique jusqu'à Istanbul avec 4 checkpoints en Europe où là il faut quand même rouler beaucoup. Moi le premier, je crois qu'il arrive avec une moyenne de 430 km par jour, donc c'est des rythmes qui sont absolument indécents et j'ai absolument pas le niveau pour suivre. Moi j'étais déjà à 225 km par jour pendant 16 jours d'affilée, donc c'est quand même des rythmes très très costauds. Tout seul, il n'y a pas d'assistance. 250 km par jour, c'est fou. C'est costaud, on n'est pas en peloton, on est vraiment tout seul avec son GPS, avec sa route, et il faut passer ces 4 checkpoints là. Bon, moi je mets un bémol, c'est parce que je suis arrivé à Istanbul, mais je suis pas arrivé avec un classement officiel, parce que clairement cette course elle était taillée pour des pros, voire des semi-pros, ce qui était d'ailleurs une grande partie des concurrents. Moi j'étais qu'un simple amateur et donc je suis allé aux 3 checkpoints tout de même, et puis je suis pas allé au 4e checkpoint parce que j'étais tout simplement épuisé, parce que si on arrive en plus de 16 jours à ce genre de course, et bien comme c'est la deadline limite, et bien il n'y a plus personne à l'arrivée. Moi j'avais aussi un projet d'une autre aventure à la suite de celle-ci qui était en Russie, donc j'avais un avion qui était booké déjà de Istanbul pour Irkoutsk. Enfin bref, il y avait plein de raisons qui m'ont poussé à aller directement à l'arrivée sans passer par le 4e checkpoint. Donc c'est une course qui est éminemment difficile, pour laquelle il y a la moitié d'abandon, 50% d'abandon. Moi j'étais, je pense, pas assez préparé sur le plan physique, parce que je me suis un peu blessé au tendon dès le début. Enfin bref, mais tout ça pour dire que après ce tour du monde en 4L, moi je me suis plus dirigé vers des aventures à la fois géographiques, où je vais traverser un pays, traverser un continent, comme c'était le cas avec la Transcontinentale, et avec un défi sportif physique assez important. Ok. Attends, juste, je me suis rendu compte que j'ai oublié une question. Tu as parlé du fait que tu avais écrit un livre et monté un documentaire déjà pendant cette première expédition, que tu t'es fait accompagner par des entreprises. C'est quelque chose que tu as tout de suite intégré, j'ai l'impression, en fait, le fait d'aller vers les entreprises et d'être un véhicule un peu de communication pour eux, ou que toi, ça pouvait être un véhicule de communication pour toi d'ailleurs. Mais un peu par la force des choses, c'est-à-dire que mes premières aventures, mes premières expéditions, moi je les faisais avec quasiment rien. Quand je suis parti faire Budapest-Istanbul, ce qui m'a coûté le plus cher, c'était le vol low cost EasyJet qui devait être 50 balles, et puis 30 ou 40 euros pour mettre le vélo dans la soute. Le reste, c'était pas grand chose. Je dormais sous ma tente, ou alors j'étais hébergé, je mangeais des nouilles chinoises, je me faisais des pâtes, je dépensais très peu d'argent, quoi. Je crois que dans ce voyage-là, je dépensais plus en étant étudiant en France, quoi. Donc les premières aventures, elles étaient vraiment faites avec des tout petits budgets. Il m'est arrivé de travailler aussi beaucoup dans des restaurants, en étant serveur. C'est là que j'ai acheté ma 4L d'ailleurs, en étant serveur dans un restaurant de plage au Havre, pour financer
financer, il y avait la 4L, mais pour financer aussi d'autres aventures avec de l'argent de poche, quoi, finalement. Mais c'est vrai que quand, au fur et à mesure des années, quand j'ai voulu vivre des aventures un peu plus longues, un peu plus coûteuses, un peu plus ambitieuses, là, moi, je suis pas milliardaire, j'ai pas gagné au loto. Il a fallu trouver un peu de solutions créatives pour trouver des financements, quoi. Et pour ce tour du monde en 4L, on avait 21 ans avec Nicolas. On a frappé à la porte de toutes les entreprises de notre région, auprès de notre département en Seine-Maritime, auprès d'entreprises privées. On a fait appel à des subventions aussi. On a participé à des concours pour obtenir des financements. Et finalement, c'est tout ce travail-là qui a été très très difficile parce qu'à 21 ans, tu découvres le monde du sponsoring, du partenariat, etc. Mais on a réussi à financer ce voyage via des sponsors et des partenaires. Donc tout l'aspect microcrédit était pris en charge et même nos frais de voyage aussi finalement étaient pris en charge parce qu'une aventure comme celle-ci en 4L, ça a un certain coût pendant un an. La 4L, l'emmener d'un continent à un autre, c'est un certain budget aussi. Donc oui, moi je me suis dit si je veux vivre cette aventure-là, soit j'attends de finir mes études et je bosse pendant 2-3 ans et j'économise et puis je réalise ce rêve de gosse, soit en fait je suis trop impatient et j'essaye de jouer sur le côté un peu jeune, sur l'aspect microcrédit qui peut intéresser des banques ou d'autres entreprises et puis go quoi, on essaye de trouver les sponsors et les partenaires et finalement ça a fonctionné comme ça. Et c'est vrai que maintenant les dernières grandes expéditions, j'ai développé ce mode de fonctionnement pour partir à l'aventure. Ouais, comme quoi, des petits projets étudiants, enfin, petits projets. Tout est relatif. Projet, tout est relatif, mais c'est hyper formateur. Tu vois, moi, j'ai le souvenir d'avoir pas mal géré et pas mal participé, une épreuve qui s'appelle la course croisière EDEC au sein de mon école. Que j'ai jamais faite. J'aurais beaucoup aimé la faire. Et tu vois, c'était un énorme challenge d'aller chercher de l'argent et d'organiser ça. Et au final, c'est ultra formateur, je trouve, pour la suite. Donc, c'est clair. Mais écoute, on en reparlera peut-être un petit peu pour tes voyages plus récents. Ouais. Mais du coup, physiquement, alors moi, j'ai pas fait une bonne chronologie parce que je suis pas très bon avec les dates. Mais en gros, j'ai vu qu'il y avait eu un marathon des sables, que tu avais fait effectivement cette course un peu dingue en vélo. Le marathon des sables, ça a beaucoup retenu mon attention. D'accord. Parce que j'ai couru plusieurs marathons, 5 au total. Okay. Et je ne supporte pas la chaleur. Ah oui, t'es emmerdé là, c'est la canicule en ce moment, on est en juillet. Je suis arrivé chez toi, j'étais en sueur. Mais comment est-ce que ça se prépare une course comme ça? Et déjà, est-ce que tu peux un peu expliquer ce que c'est aux auditeurs? Parce que c'est vraiment une course vraiment mythique et les gens qui s'engagent dessus sont un petit peu fous, de mon point de vue en tout cas. Ok, écoute, c'est intéressant qu'on en parle. Le marathon des sables, c'est une course à pied en autonomie alimentaire, ce qui veut dire qu'on porte toute sa nourriture sur son dos pour la semaine, ainsi que son sac de couchage, tout son équipement, qui se passe dans le Sahara marocain au mois d'avril. C'est une course qui fait 250 km de long, qui est par étapes, c'est-à-dire que tous les jours tu cours environ la distance d'un marathon, mais c'est variable. Au total, c'est 250 km. Je dis un marathon par jour, mais en fait, c'est pas exactement ça, parce que en général, c'est plutôt 40 km le premier jour, 40 km le deuxième. Après, la troisième jour, c'est 90 km que tu dois faire en 36 heures. Et puis après, tu as encore deux fois un marathon. Enfin, au total, ça fait 250 km et il y a une longue étape au milieu de la semaine. Il y a environ 1500 coureurs tous les ans. C'est une course qui date de 30 ans. Enfin, ça fait 30 ans qu'elle existe. C'est une course un peu mythique, comme tu l'as dit. Après, moi, je suis comme toi, j'avais couru plusieurs marathons avant de m'y inscrire. J'avais même couru la Saint-Élion, qui est une course, la longue, là, qui fait 72 km aussi, entre Saint-Étienne et Lyon. Une course de nuit, mais avec mon pote du Tour du Monde, avec Nicolas, on l'avait faite ensemble et on était arrivés ensemble. Donc, moi, je me suis mis à la course à pied assez tard. J'ai d'abord commencé à courir 5 km, 10 km. Après, quand je me suis dit, quand j'ai regardé un peu les compétitions, c'est vrai que je suis tout de suite passé au marathon. Mon premier marathon, j'avais jamais fait de semi-marathon avant. Enfin, je me suis dit, bon, quitte à s'entraîner, autant s'entraîner pour un marathon, quoi. Et puis après, j'en ai couru plusieurs au fur et à mesure. J'ai couru celui de Paris, celui de Berlin. J'ai fait celui de Pyongyang en Corée du Nord. Donc j'en ai fait plusieurs. Je rêve de faire celui de Londres ou de New York. Mais voilà, donc je me suis entraîné comme ça en courant, mais sans jamais faire d'entraînement délirant. Moi, je suis
pas quelqu'un de très assidu sur les entraînements. Je suis pas quelqu'un qui va avoir un programme d'entraînement très 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 détaillé et qui va devoir faire tant de fractionnés, Moi, je cours un peu au feeling. Ce qui m'intéresse, c'est surtout l'endurance plus que la performance. Donc, je me suis préparé un petit peu à l'arrache pour le marathon des sables. Et en fait, si je me suis préparé un peu à l'arrache, c'est aussi parce que je pense qu'il y a des fausses idées qui circulent autour de cette course. Je voudrais pas minimiser sa difficulté, mais je crois que c'est une course qui est très très difficile si on court tout du long, c'est-à-dire que si on court toute la course, sauf qu'en fait dans la réalité la majorité des gens, et je m'y inclus, ne courent pas la majorité du temps, c'est-à-dire que c'est une course qui dure une semaine, pour laquelle tu pars le premier jour avec un sac qui fait au moins 8 kilos, et dans laquelle tu cours dans du sable qui est profond, dans des températures qui peuvent monter jusqu'à 45 degrés. Donc finalement, il y a quand même assez peu de personnes qui peuvent avoir le niveau physique, ou en tout cas la compétence de courir avec un sac dans cette chaleur, dans le sable pendant 6 jours, quoi. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que sur cette course, la majorité des gens marchent vite. Donc on a des bâtons et en fait, tu marches vite quand même, mais tu cours pas. Ou alors tu cours les parties qui descendent. Parfois, tu cours un peu les plats, mais les Zwed, non, c'est les Djebel d'ailleurs, les Djebel qui sont les grandes dunes, les petites montagnes, personne ne court, quoi. Je veux dire, ce serait de la folie, hein. C'est une course qui dure une semaine, c'est pas un événement qui dure 3 heures, quoi. Donc en fait, la majorité des gens se déplacent rapidement. Moi, c'était mon cas, et en fait, il y a aussi le fait que c'est une course pour laquelle les barrières horaires, donc les temps de maximum pour finir les étapes, sont très larges. Le dernier du marathon des sables, la dernière personne qui arrive, sa moyenne, ça doit être 3 km/h. 3 km/h, c'est la vitesse de la marche. Donc tout ça pour dire que c'est une course qui est difficile parce qu'en fait, il faut gérer la chaleur, il faut gérer l'alimentation. L'eau est distribuée, hein. On a des ravitaillements avec de l'eau, et heureusement parce qu'on en boit jusqu'à 10 litres par jour, donc on va pas se charger de 10 litres de flotte dès le matin. Ça fait beaucoup, ouais. Mais donc c'est une très très belle course, c'est une vraie aventure humaine parce qu'on est 1500 coureurs au milieu du désert qui est absolument magnifique, que tous les soirs tu te retrouves avec tes potes que tu t'es fait là-bas, et il y a une super ambiance. Après, sur le plan sportif, c'est évidemment exigeant, hein. On a les pieds tous avec des cloques parce que le sable rentre dans les chaussettes, dans les chaussures. Après, voilà, y a les gens qui courent, il y en a à 150 ou 200 et qui vraiment on voit un gros niveau. Derrière, on est là et on marche vite et on a des bâtons et voilà. Mais ça reste une très belle course. Mais sur le plan de la vitesse, tout le monde n'est pas au même rythme. Mais voilà, c'est une magnifique course. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir très mental, à la quand faire. même. La chaleur, c'est quelque chose de hyper dur à supporter. Ouais, la difficulté, c'est ça, moi je trouve. La difficulté, c'est de gérer la chaleur, de gérer le bivouac, le fait de pas prendre de douche pendant une semaine. Donc il faut gérer un petit peu l'hygiène, l'inconfort, dormir dehors, et puis l'alimentation. Il faut bien prévoir son plan alimentaire parce que si t'emmènes pas assez de bouffe, c'est pas tes potes qui vont t'enfiler parce qu'ils ont bien calculé leur truc. Puis il y a pas de supermarché, donc c'est ça qu'il faut gérer. Après, il y a l'effort aussi, mais pour donner enfin une idée de comparaison avec peut-être d'autres courses, parce que c'est vrai que le marathon des sables, c'est une course mythique. Il y a, je crois, tous les ans, il faudrait regarder les chiffres, mais il y a moins de 10% d'abandon sur le marathon des sables. Et il n'y a pas de critères de sélection à l'entrée. Donc il y a beaucoup tout le monde peut s'inscrire finalement. Il n'y a pas besoin d'avoir validé des courses comme c'est le cas pour l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc, là. Et sur lequel il faudrait encore regarder les chiffres, mais je crois qu'il y a 40% d'abandon, parce que ça, c'est des courses où vraiment on est à un niveau, on est à un niveau sportif vraiment très élevé. Marathon des sables, on peut se permettre de le marcher vite tout du long et arriver au bout. Ouais, ok. Voilà. Bah écoute, je retiens ton conseil, et là ça fait partie un peu des projets que j'ai en tête pour les 2 années qui arrivent, donc je t'enverrai peut-être un petit message pour te demander des petits tips. Même si les auditeurs en ont, je suis tout disponible. Bah ouais, carrément. Ouais. Et mais en tout je perds le fil. Mais et du coup, ouais, tu disais aussi que tu avais fait un marathon à Pyongyang, en Corée du Nord. Ouais. Alors, je sais que tu as eu beaucoup d'idées un petit peu folles, mais celle-là, d'où tu l'as tirée? D'où elle sort?
Au fur et à mesure, je crois que de mes voyages, de mes aventures, etc., j'ai eu la chance de me balader dans quasiment 90 pays. Donc c'est absolument insensé. Après, ce tour du monde en 4L m'a permis d'en voir pas mal. Et puis de toute façon, j'aurais jamais la prétention aussi de dire que je connais bien ces 90 pays. Il y a des endroits où je suis passé assez rapidement. Mais comme j'ai fait beaucoup de voyages en itinérance, en reliant un point A à un point B, bah, ça m'a fait traverser souvent des successions de deux pays. Et donc, le fait d'avoir eu la chance de voir un petit peu ces différentes régions, ces différents pays, je crois que ça m'a donné envie de m'intéresser à des zones ou des régions ou des pays un peu plus isolés, un peu moins parcourus. Et donc c'est pour ça moi que je suis parti ensuite dans des coins comme le Kurdistan irakien, comme le Pakistan, comme le Soudan ou comme la Corée du Nord, parce que je me disais voilà, ça c'est des endroits où il y a assez peu de tourisme, où justement ça va être intéressant d'échanger, de provoquer la rencontre et d'aller me mettre dans ce genre de situations un peu inédites. Et donc la Corée du Nord, moi je trouvais ça en fait fascinant, l'idée de faire l'expérience réelle d'une dictature au XXIe siècle. Je cautionne évidemment pas le régime en place. Et d'ailleurs, ça a été un vrai sujet dans ma famille. Même mes parents qui sont voyageurs, mon père trouvait ça très limite, était plutôt contre en fait l'idée que j'y aille. Il trouvait que c'était pas bien, pas une bonne image, pas une bonne façon de faire. Ma mère au contraire était plutôt curieuse comme moi, et donc j'y suis allé avec ma mère en fait en Corée du Nord. Et l'idée pour moi c'était de saisir un petit peu l'opportunité de faire le marathon de Pyongyang pour découvrir la Corée du Nord. Donc finalement je suis resté une petite semaine là-bas avec le marathon de Pyongyang au milieu. Et en fait, ce marathon, c'est quand même une bonne expérience parce que c'est le seul moment où en Corée du Nord, tu as une liberté quasi totale. Parce que sinon, tout le reste du temps, tu es accompagné par deux guides. Un guide qui ouvre la marche, un guide qui ferme la marche. Les guides qui s'observent entre eux pour savoir si un dit pas de saloperie sur le régime. Donc, il y a une espèce de flicage et de contrôle de la parole qui est insensé. Tu fais ça avec un groupe de touristes. Donc, nous, c'était un groupe international. Et puis, on te dit, bah voilà, tu vas manger dans tel resto, tu vas dormir là, on va visiter ça, et puis surtout tu vas pas poser de questions là-dessus, et voilà, donc tu es pris par la main. Donc c'est pas un voyage qui est pour tout le monde, hein. Moi je sais que mon père il aurait pas supporté baisser la tête devant la statue quand on lui demandait. Moi j'étais curieux en fait de faire cette expérience vraiment physique d'une dictature, et puis de saisir l'opportunité pour faire ce marathon. Donc en fait c'était un prétexte finalement pour découvrir un pays qui est assez peu accessible finalement. Ouais. Mais qui au fond en fait l'est un petit peu, parce que pour y aller en fait faut passer par une agence de tourisme qui est basée en Chine, et qui est tenue par des Anglais je crois, et en fait c'est assez facile. Si on s'intéresse au truc, ils te font le visa, et puis ils te prennent par la main, mais c'est assez simple. Ok, d'accord, ouais. Mais en tout cas moi je suis un peu fasciné par ce qui peut se passer là-bas, parce que on commence à avoir des images, on commence à avoir des Européens qui y vont, et effectivement on commence à se rendre un petit peu compte que y a des villes un peu fantômes, les étrangers n'ont pas forcément le droit d'aller dans les campagnes, mais on devine un peu ce qui s'y passe, en tout cas si ça peut faire un petit peu avancer les choses, c'est pas plus mal. Et du coup, je voulais arriver forcément à ta dernière grosse expédition. Je sais pas si c'est la dernière en date ou... Si tu parles de l'Antarctique, c'est la dernière. La dernière. Et donc, il me semble que tu es parti. C'était le 11 novembre 2018. De France, ouais. De France. Ouais. Tu parles et à ce moment-là, tu dis que pour toi, c'est l'ultime test d'aptitude physique, mentale et pratique. Et tu dis que tu dis que plusieurs fois il y avait tellement peu d'émotions à part du blanc et du froid que ton cerveau t'a joué des tours à des moments. Ouais. Et alors est-ce que tu peux raconter un petit peu l'expédition, le but rapidement dans pratique, on va dire.
Alors, donc, c'est effectivement une expédition en Antarctique. L'Antarctique, c'est le continent qui est le plus au sud du globe, hein. C'est un continent immense qui fait 22 fois la taille de la France. C'est un continent assez méconnu parce qu'il n'y a jamais eu de présence humaine de manière autochtone là-bas. Mais il y a eu plusieurs expéditions depuis plusieurs centaines d'années maintenant. Mais c'est vrai que les récits des explorateurs polaires comme Amundsen, Scott, Shackleton ou encore Paul-Émile Victor, Charcot, etc., qui y sont allés au XXe siècle et aussi avant. Moi, j'ai grandi avec cette fascination justement pour ce continent blanc via ces récits. Et il y avait une espèce d'envie, de désir un peu irrépressible que d'y aller un jour. Moi, je savais qu'un jour j'irais en Antarctique. Je savais pas quand, comment, mais j'avais ce magnétisme qui m'attirait vers ce continent antarctique par mes lectures, mais aussi parce que j'étais fasciné en fait par ce grand désert. Donc mon idée à moi, c'était de faire une expédition là-bas, un peu à l'ancienne, un peu à la manière de Scott, Amundsen. Donc ça voulait dire de partir avec un traîneau et des skis pour relier la côte du continent antarctique jusqu'au pôle sud, donc d'un point qui s'appelle Hercule Inlet jusqu'au pôle sud, qui est vraiment le point central du continent antarctique, et de partir tout seul, sans assistance, c'est-à-dire sans voile de traction, sans un kite, sans chien de traîneau, sans véhicule à moteur, donc vraiment tout seul et en dépendant que de mes jambes et de mes bras, parce que je poussais sur mes bâtons de ski et puis je poussais sur mes jambes pour avancer. Et puis sans ravitaillement, ce qui voulait dire que sur ma route, il n'y avait pas de nourriture qui avait été déposée, ou j'avais pas d'avion en fait qui me déposait de la nourriture sur le chemin. Donc c'était une aventure qui a duré 50 jours, donc quasiment 2 mois, pour une distance qui faisait environ 1150 km de long. Pour donner une idée, 1150 km de long, c'est la distance à vol d'oiseau entre Ajaccio en Corse et Calais dans le nord de la France. Donc sur cette distance-là, moi j'ai tiré mon traîneau qui pesait pardon, qui pesait 115 kg au départ. 115 kg, c'est une fois et demi mon poids. Dans ce traîneau, il y avait en fait la majorité du poids était occupé par ma nourriture. Dedans, j'avais de la nourriture pour 50 jours. Après, j'avais aussi du combustible en fait qui me servait à faire fondre la glace et la neige pour obtenir de l'eau. Parce que là-bas, on est dans un congélateur permanent. En Antarctique, les températures, elles évoluent entre moins 10 et moins 60 degrés, quoi. Donc, on est toujours dans les températures négatives et l'eau sous l'état liquide n'existe pas. Donc, il faut la fabriquer avec ce combustible et un réchaud. Et puis après, j'avais évidemment plein de matériel pour le campement, une tente, un sac de couchage, un tapis de sol, de l'électronique aussi, avec des téléphones satellites, des GPS, etc. Donc c'était une aventure, moi qui était un petit peu l'aventure de tous les superlatifs. C'est-à-dire que toutes celles qu'on a évoquées avant ensemble, c'était une forme de préparation, mais celle-ci en Antarctique, c'était l'expédition qui était la plus solitaire, la plus coûteuse, la plus ambitieuse, la plus lointaine. Donc c'était vraiment l'expédition un petit peu. On parlait, je sais plus, tu avais dû dire ça dans une interview où je disais que je testais mes capacités, machin, mais pour moi c'était vraiment en fait. Ouais, c'était la réalisation d'un rêve et puis l'aboutissement en fait de 10 ans d'aventure et d'expédition dans lesquelles en fait j'ai appris à découvrir mon propre potentiel, à découvrir, à me connaître dans la difficulté mentale, physique, et tous ces enseignements en fait de toutes ces aventures précédentes, en fait je crois que je les appliquais en fait dans une expédition super ambitieuse en Antarctique, parce qu'une expédition comme celle-ci, pour donner un peu une idée, moi en arrivant au pôle le 13 janvier 2019, je suis devenu le premier Français à réaliser ce genre d'aventure et le plus jeune au monde à réussir l'expérience, quoi. On est une petite vingtaine à avoir rallié la côte du continent jusqu'au pôle sud en solitaire, sans assistance et sans ravitaillement. Donc c'est pour donner un peu une idée de la difficulté du challenge, d'autant plus que cette année il y avait 7 expéditions en solo en Antarctique. Il n'y en a jamais eu autant, c'est un peu un hasard. Et en fait, comme il a fait très chaud et que les conditions ont été très compliquées cette année, il y a eu beaucoup de neige en fait qui est tombée sur le continent, donc on s'est retrouvé avec beaucoup de neige fraîche en fait, ce qui a énormément ralenti la progression de chacun. Eh bien, on était 7 au départ et on n'est que 2 à être arrivés au pôle sud. Il y a un Anglais et moi. Donc je dis pas tout ça pour me mettre en avant, moi je m'en fous, mais c'est pour dire que ce genre d'aventure, on peut pas se réveiller un matin et dire j'ai envie de faire ça. Enfin, moi je reçois beaucoup de messages aussi après le film qu'on a fait et puis les conférences que je donne de personnes qui voudraient se lancer dans l'aventure mais qui ont finalement assez peu d'expérience, et je trouve ça génial d'avoir un projet aussi important que celui-là, mais il faut bien
se rappeler et comprendre que tout ça n'arrive qu'au bout d'une certaine réflexion, d'un certain cheminement, d'une certaine préparation, et qu'on peut pas partir comme ça sur ce terrain en claquant des doigts, quoi. Ça demande je pense beaucoup de prise de contact et puis de connaissance du terrain. Ouais. Mais du coup, à ce niveau-là, ouais, comment est-ce que tu t'es préparé? Tu dis vous étiez une vingtaine de personnes à l'avoir fait avant toi. Est-ce que tu les as rencontrés? Comment est-ce que tu prévois ta nourriture? Parce que je crois que tu consommes entre 6 et 7 000 calories par jour. Donc ça se trouve pas. Ça se trouve pas comme ça. Ça pousse pas dans les arbres parce qu'il y en a pas. Alors c'est vrai qu'on est une petite vingtaine. Moi j'avais rencontré des gens qui l'avaient fait avant moi. Ouais. Après j'avais contacté aussi des gens par téléphone, par mail pour avoir des conseils, surtout sur le matériel, l'alimentation. Et en fait après la préparation, elle a commencé il y a longtemps. Moi j'ai découvert les expéditions polaires en 2014. J'étais parti. Il y a quelques années en fait. Où moi j'étais parti découvrir un petit peu le ski de randonnée avec un traîneau qu'on appelle aussi Pulka, pour voir ce que ça fait de tirer un traîneau sur des distances, de camper dans le froid, etc. Et tous les ans en fait je suis reparti sur les vacances que j'avais en étant étudiant pour faire une petite expédition polaire. Donc j'en ai fait en Norvège, en Groenland, et puis après quand le projet Antarctique s'était un peu défini, là je me suis fait 2 sessions d'entraînement, une en Norvège et une au Svalbard. Le Svalbard c'est un petit archipel d'îles norvégiens très au nord en Arctique, qui est très au nord de la Norvège. Et là j'y suis allé avec un guide polaire professionnel qui guide tous les ans des aventuriers au pôle Nord, au pôle Sud. Et lui, en fait, il a été en mesure de m'enseigner des bonnes pratiques, des techniques pour survivre dans le froid, pour monter ta tente dans un vent fort. Il m'a donné plein de conseils sur l'alimentation. Et puis finalement, en fait, j'ai testé tout le matériel et toute l'alimentation que j'allais emmener en Antarctique en conditions réelles, en fait, dans ce genre d'entraînement. Et donc, c'est en prenant des contacts avec les gens qui y vont, avec les professionnels en fait du milieu, que j'ai réussi à déterminer ce dont j'avais besoin. Et puis après, la préparation, elle a continué évidemment à mon retour en France, en m'entraînant physiquement, en m'accompagnant d'une nutritionniste avec qui j'avais établi un plan d'alimentation, etc. Ouais. Et tu manges quoi d'ailleurs, là-bas en Antarctique? Ouais, parce que j'avais entendu, je crois, la première femme qui était allée dans le pôle Sud récemment, et elle disait qu'elle bouffait énormément de graisse pour alors avoir tout à de la fait. calorie. Absolument. Ouais. Tu consommes beaucoup d'énergie et puis il fait très froid. Et donc l'idée c'est de manger suffisamment, mais en même temps tu es très limité par le poids que tu peux tirer. Moi je partais avec 115 kilos. Ça aurait pas été une bonne idée de me dire je vais prendre 50 kilos de chocolat en plus, quoi, parce que peut-être que j'aurais été content d'avoir 50 kilos de chocolat en plus, mais il aurait fallu les tirer, et moi je suis pas sûr qu'avec 180 kilos derrière j'aurais pu avancer à un rythme qui m'aurait permis d'atteindre le pôle en 50 jours, parce que j'avais pas de ravitaillement. Donc il fallait en fait composer avec combien de kilos je suis capable de tirer, combien je vais perdre de poids avec la nourriture que j'emmène. Donc c'est un calcul assez scientifique qu'il faut faire. En tout cas sur la nourriture, moi c'était de la nourriture en fait qui contient d'abord pas d'eau, parce que comme on est dans un congélateur permanent, tout gèle, donc hors de question d'emmener de la nourriture qui contient de l'eau, parce qu'elle va geler, et puis l'eau ça pèse lourd, donc il faut emmener de la nourriture qui est déshydratée ou alors qui contient peu d'eau. Donc moi j'avais beaucoup de chocolat, beaucoup de fruits secs, beaucoup de graines, des noix, noisettes, amandes, etc. J'avais du salami danois qui est si gras qui gèle pas, donc ça c'était assez pratique. J'avais du fromage aussi à pâte dure qui lui gelait, mais je le mettais dans une soupe de nouilles chinoises le midi, donc en fait je le ramollissais avec de l'eau chaude. Et puis après le soir j'avais des dîners lyophilisés, j'avais un peu de lyophilisé, et surtout j'avais beaucoup de déshydraté. Donc c'est deux techniques en fait de déshydratation, mais c'est de la nourriture, c'est des plats en fait dont on a extrait toute l'eau et qu'on réhydrate avec de l'eau bouillante, et donc on attend 10 minutes, on touille et ça reconstitue un plat. Donc moi j'avais plein de recettes différentes, j'avais des bœufs bourguignons, des risottos aux champignons, des spaghettis bolognaises, des chili con carne, j'avais plein de choses. Et donc ça c'était vraiment le seul repas chaud de la journée. Et sinon on mange un petit peu tout le temps, moi j'avais entre 6 et 7 000 kilocalories par jour, et j'ai perdu que 5 kilos, donc finalement c'est assez peu. Le plan d'alimentation que j'avais établi était
plutôt très efficace. Après, c'est très gras. Je me souviens que j'ajoutais 150 grammes de beurre par jour dans mon dîner lyophilisé. 150 grammes de beurre, c'est indécent, hein. C'est la moitié d'une plaquette de beurre quasiment, que j'avais coupé en petits cubes. Et en fait, on a une telle envie de calories, un tel besoin d'énergie que on l'ingère, quoi. Et il n'y a pas de problème. On retrouve juste un petit peu, voilà, quand on va, on retrouve juste un petit peu quand on va aux toilettes, que voilà, on s'alimente d'une manière un peu différente qu'à la maison, parce que c'est plus, pour aller dans les détails, c'est plus mou, il y a plus de matière, quoi. Mais on mange très très gras et finalement on en a envie, quoi. Okay. Donc beaucoup de beurre. C'est marrant, tu vois, ça cache un peu toutes les attentes qu'on peut avoir, tu vois. On peut se faire beaucoup d'images ou de films par rapport à ça, et finalement on est toujours surpris de voir un petit peu comment les gens s'alimentent. Là, j'interviewe un ami qui s'appelle Guillaume, et lui fait la traversée des Alpes en courant. D'accord. Sur 2500 km. Ah ouais. Et lui, il me dit, c'est simple, hein, je peux pas prendre de nourriture avec moi parce que je le fais en courant, donc c'est pas pensable. Et du coup, il me dit, il va manger que ce qu'on trouve en haut des montagnes, donc il va cueillir les trucs qu'il trouve. Il a prévu de le faire, mais il me demande surtout que de saucissons, parce que il me dit quand tu montes à 3000 mètres en Slovénie, la seule chose que tu trouves finalement c'est du saucisson, donc il faut te préparer à manger du saucisson, et c'est pas contre l'image, tu vois, des marathoniens qui vont se gaver de pâtes ou ce genre de choses, quoi. Mais en tout cas, je suis assez bluffé de tout ça, et je pense qu'il y a des heures et des heures de questions que je pourrais te poser. Mais il y a un truc qui revient hyper souvent sur les explorateurs d'ailleurs des deux pôles, c'est qu'ils se créent un espèce d'attachement à cet endroit et qui te donne envie d'y retourner. Est-ce que toi, tu as eu un peu Ça, c'est quelque chose qui est commun pour les personnes qui y vont aujourd'hui, comme celles qui y sont allées il y a 200 ans. Dans tout ce qu'on peut lire, et en tout cas moi ce que j'ai pu vivre, c'est que quand on est là-bas, ça peut être un peu l'enfer sur terre, parce que il y a très peu de couleurs, tout est très blanc ou gris. Après, il peut faire beau, il peut y avoir du ciel bleu, mais globalement il y a assez peu de couleurs. C'est un environnement très stérile, dans lequel il y a peu d'odeurs. Moi, quand j'étais en Antarctique, il faisait jour tout le temps, donc on n'a plus aucun repère dans le temps, assez peu dans l'espace aussi, parce qu'il n'y a pas de rochers, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de montagnes. En tout cas sur ma route il n'y en avait pas, parce qu'il y a quelques montagnes en Antarctique, mais du coup c'est difficile de se repérer, de garder un petit peu une notion du temps, de l'espace, parce qu'on est dans un environnement tout blanc. Parfois il y a des phénomènes climatiques qui s'appellent des whiteouts, qui sont des brouillards blancs en fait, dans lesquels on n'a aucun sens de perspective, de contraste, donc on a l'impression d'être dans une balle de ping-pong géante ou d'avoir une tête d'oreiller blanche sur la figure. C'est assez pesant, assez oppressant, et donc ces environnements sont glacés, parce qu'il y a beaucoup de vent, parce qu'il peut faire jusqu'à moins 50 degrés, peuvent être un peu l'enfer sur terre. Donc c'est assez curieux en fait de vouloir se dire qu'on veut y aller. Après, une fois qu'on a dit ça, ça peut aussi être un bonheur insensé, une joie folle d'être là-bas, parce que tu te retrouves vraiment seul avec toi-même. C'est le seul moment où vraiment j'ai repris un contact avec le temps, avec l'espace, parce que tu te déplaces entre 2 et 3 km par heure. Aujourd'hui, tu vas en Australie en 20 heures de vol. On est tous embarqués, je pense, quand en tout cas on vit dans des grandes villes, dans des rythmes de vie où voilà, on a des engagements à droite à gauche, des rendez-vous, le métro, on est tous dans des rythmes un peu insensés. Et là-bas, c'était le seul moment où j'avais vraiment du temps pour moi, pour prendre le temps de la contemplation, de l'introspection, renouer un peu cette relation avec l'espace et le temps qui est réel, quoi. Et je crois qu'en fait c'est ça qui fascine un petit peu, c'est cette exploration un peu intérieure qui est favorisée par ces environnements que je pense chacun essaye de retrouver là-bas. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que en Arctique et en Antarctique, c'est des pays
paysages qui sont absolument incroyables. Comme au début, la neige en Antarctique, je me disais que c'était la même partout. Et en fait, au fur et à mesure, on se rend compte des subtilités qu'il y a dans la glace. En fait, le vent, il sculpte la neige d'une certaine façon. Et donc, il y a des sastrugi, qui sont des vagues de glace qui sont formées par le vent, qui se forment. La neige, elle n'a pas forcément la même consistance, la même forme. Et donc, on apprend à lire cette beauté-là. Et en fait, c'est assez fascinant, quoi. Et puis, le fait d'être dans un endroit qui a été assez peu parcouru, moi, mon âme d'aventurier, d'explorateur me pousse à avoir envie d'y retourner. Et c'est cette immensité, en fait. C'est cette réalisation qu'on est si peu de choses au milieu de tout ce désert, et puis cette satisfaction aussi d'avancer d'un point A à un point B et de survivre dans cet environnement agressif et de s'y inclure d'une certaine façon, parce qu'au début voilà, on est un peu en lutte face aux éléments, et puis au fur et à mesure on apprend à les accepter, on apprend à composer avec. Moi au début je me dirigeais beaucoup avec ma boussole, et en fait à la fin je me dirigeais plus avec mon ombre, parce qu'il faisait jour tout le temps, il y avait du soleil tout le temps, et donc j'apprenais à lire ma direction avec l'ombre que mon corps formait sur la glace. Donc je pense que c'est un peu la combinaison de tout ça, cette immensité, ce retour un petit peu aux éléments, aux sources qui attirent les gens là-bas. Et puis en Arctique, je terminerai par ça, l'Arctique qui est un environnement très différent parce que c'est un océan, donc qui gèle et qui dégèle, donc il y a des glaciers, il y a des icebergs qui se forment, mais ce que j'ai pu voir en Arctique sera totalement différent que toi, si tu y vas, tu verras, parce qu'en fait, comme ça fond, comme ça gèle, que ça dégèle, que ça bouge, que ça se casse, que ça se délite, et ben t'as un paysage en fait unique à chaque fois. Et je crois qu'en fait cette instantanéité, ce changement permanent, je crois que c'est ça aussi qui est fabuleux, quoi. C'est que les paysages sont différents d'une année, enfin d'un jour sur l'autre finalement. Et je crois que c'est ça qui magnétise et qui donne envie d'y retourner. Je crois que c'est vraiment un petit peu tout ça, quoi. Ouais, c'est fascinant à quel point ça a l'air un peu addictif, et même ça s'entend quand tu le racontes, Ouais. qu'il y a une espèce de plénitude et un aimant qui te donne un peu envie d'y retourner. Ouais. Et moi, il y avait une question quand même qui me trotte dans la tête, c'est que tu as parlé tout à l'heure du fait que vous étiez 9 à vous être lancés, et qu'il y en a 7 qui sont arrêtés. Cette année. Ouais, cette année. Et du coup, il y en a 5 qui se sont arrêtés. Ouais. Il n'y a aucun moment où toi, tu as un peu peur de l'échec, parce que l'échec, il peut arriver de ton corps qui lâche, mais aussi, c'est tellement hostile que tu peux en mourir. Je pense qu'il y a plusieurs explorateurs qui y sont parvenus. Ouais. Comment est-ce que tu l'as intégré, toi, ce rapport au danger, cette crainte peut-être, et peut-être effectivement cette peur de la mort aussi, tu vois. Ouais, alors en fait, le danger, le risque, c'est des choses en fait que moi j'ai un peu appris à contrôler au fur et à mesure du temps et à maîtriser. Ouais. C'est-à-dire que quand on m'écoute parler, en tout cas j'espère que c'est pas la sensation que je donne, mais moi je suis pas une tête brûlée, quoi. Enfin en tout cas j'aimerais vraiment mettre ça de côté, quoi. Quand je me lance dans les aventures, j'y vais pas parce que je veux le grand frisson ou je veux aller tutoyer la mort. C'est pas ça qui m'intéresse du tout. Enfin, moi je crois qu'aujourd'hui mes aventures c'est le résultat d'une préparation et d'une certaine maîtrise et acceptation du risque. C'est-à-dire que quand je me lance en Antarctique, moi je pars pas sur une route qui n'a jamais été faite avant moi. C'est-à-dire que moi je pars pas sur une route exploratoire en Antarctique où il va y avoir des crevasses partout, où je ne sais pas si c'est safe ou pas de m'engager, et puis on verra bien, parce que je serais pas à ma place, quoi. Moi ça m'intéresse pas, quoi. J'aime trop la vie pour me lancer dans ce genre de truc, quoi. Ce qui m'intéresse c'est de vivre intensément, de vivre des aventures, c'est pas de me mettre en danger et de frôler la mort, quoi. Donc l'idée c'est de toujours en fait s'entourer de personnes qui connaissent le terrain. Moi je suis pas né dans un environnement polaire, je suis pas né en Antarctique, je connais pas le terrain, donc l'idée c'est d'apprendre de ceux qui connaissent, d'établir un petit peu le plan avec des gens qui connaissent le terrain pour établir un plan qui soit raisonnable, qui soit ambitieux mais raisonnable. Et puis après c'est un petit peu où est-ce qu'on place un petit peu son acceptation du risque, quoi. Donc moi je l'ai placé à un certain niveau en établissant ma route avec des zones qui étaient plus ou moins dangereuses, mais avec des zones de contournement de ces crevasses. Après ça remplace pas le fait qu'il faut être hyper attentif où on met les pieds, contourner si on n'est pas sûr que c'est une crevasse ou pas, s'arrêter, éventuellement appeler la base arrière pour dire les gars, je suis dans une zone, je suis pas certain, est-ce que vous pouvez me confirmer avec vos images satellites ce que vous en pensez.
donc voilà, l'idée, c'est bien de se préparer. Moi, j'ai fait environ 50 jours d'entraînement dans des zones polaires à tirer un traîneau pour minimiser le risque, pour apprendre à monter ma tente dans un vent fort, pour apprendre à m'habiller, pour apprendre à gérer le froid, à gérer la transpiration ou en tout cas la chaleur que le corps peut dégager quand on tire 115 kg, parce que transpirer, voilà, ça peut rapidement se transformer en tes vêtements gèlent, et puis si tes vêtements gèlent, tu peux avoir une hypothermie assez vite, donc il faut éviter ça à tout prix. Donc en fait le risque, le danger, c'est des choses qui se calculent, qui se maîtrisent, et puis après tout dépend de où tu veux placer ton acceptation du risque. Moi je l'avais placé d'une manière, alors il n'y a pas d'échelle, hein, mais raisonnable en tout cas pour moi, et le fait de partir en solo sur cette route là me semblait acceptable, et puis après j'avais évidemment cette base arrière qui est présente pendant l'été austral en Antarctique, qui aurait pu venir me secourir si voilà, il m'arrivait un problème. C'est des secours qui sont un peu relatifs parce que tout dépend de la zone d'atterrissage. Il faut qu'on est dans une zone où il n'y a pas trop de boss, pas trop de sastrugi, et il faut que la visibilité soit bonne, donc c'est pas tous les jours, mais c'est quand même possible de trouver des fenêtres pour venir se faire secourir. Ce qui est important, c'est en fait d'être autonome sur le plan alimentaire et du combustible pour pouvoir attendre des secours aussi longtemps que possible. Et puis évidemment après, faut quand même être prêt physiquement, hein. Si on se casse la cheville dès le premier jour parce qu'on n'est pas préparé, voilà. L'idée c'est de bien se préparer quand même. Ouais, mais j'imagine. Ça te fait pas trop dur d'être rentré? Pas trop dur d'être rentré. Là, ça fait. Donc, moi, je suis rentré fin janvier 2019 en France. Donc, ça fait quelques mois maintenant. Moi, dans toutes mes aventures, j'aime autant les départs que les retours. C'est-à-dire que, en fait, quand je me lance dans ce genre d'expédition ou d'aventure, j'y vais pas parce que je fuis quelque chose. J'adore ma vie aussi en France, à Paris, en ville. Je suis très entouré de plein de copains. Si je fais ça en solo, c'est pas parce que je suis un solitaire et que je veux fuir absolument notre société. C'est juste que je voulais un peu me confronter à la solitude, la vivre, me retrouver un peu face à moi-même, face à des doutes, à des questions, et vraiment. Je l'ai vraiment vécu comme une chance, cette solitude là-bas. Donc quand je reviens, c'est juste différent. Et puis moi, j'ai la chance d'avoir fait un petit peu de ces aventures et de ces expéditions un métier. Maintenant, moi, j'interviens beaucoup en entreprise pour parler de thématiques, de sujets comme la prise de risque, la performance, la résilience, la motivation. J'interviens aussi en milieu scolaire pour parler de l'environnement, de la fonte des glaces, etc. Donc tout ça donne un petit peu du sens à ce que je fais. Et en fait, mon aventure, mes expéditions continuent à vivre au travers de ces canaux-là. C'est-à-dire que moi, l'aventure s'est pas arrêtée à partir du moment où j'ai atteint le pôle sud. Aujourd'hui, je la partage différemment. On en parle, par exemple, cet après-midi sur ce podcast. J'ai fait un film de 52 minutes aussi sur cette expédition. Je suis en train d'écrire un bouquin sur cette aventure et sur d'autres. Donc en fait, ça continue de vivre. Et du coup, l'aventure, elle vit différemment. Et du coup, il y a pas tellement de sensation de déprime. Moi, je suis ravi justement de partager cette aventure. Il y a plein d'opportunités qui se créent autour de ces aventures-là. Donc non, l'aventure est juste différente. Et quand j'en aurai marre d'en parler, peut-être que j'aurai envie de me projeter justement ailleurs, sur une autre expédition, peut-être. On verra. Mais d'ailleurs, ça m'amène à une question que je te posais un petit peu tout à l'heure, et peut-être qu'on peut approfondir maintenant, mais tu as créé énormément de contenu pendant ton voyage. Ouais. Comment est-ce que tu t'es organisé tout seul? Parce que j'imagine, bon, déjà, on a compris que rien que le fait d'attacher son manteau avec le froid et un zip qui est gelé, ça ne doit pas être évident. Ouais. Mais comment est-ce que du coup tu t'es débrouillé avec tes caméras, ton matériel? Est-ce que c'est un challenge en plus que tu t'es Ouais, donné, totalement. Après, quand tu en fais un métier, je vais t'apporter deux réponses. Quand tu en fais un métier, t'es obligé de ramener du contenu, parce que si t'as rien à montrer, finalement, tu vas pas aller bien loin dans tes conférences, quoi. C'est pas pour cette raison que je le fais. C'est en partie pour cette raison que j'ai fait des images, mais c'est surtout parce que j'aime les faire, en fait. Moi, j'ai commencé à faire des images dès le début d'Apes Istanbul, mais ça s'est vraiment développé pendant mon tour du monde en 4L. Mais j'ai adoré, en fait, faire des prises de vue,
me mettre en situation et me filmer en situation, même si j'ai pas de caméraman, parce que là-bas je faisais tout moi-même. J'aime bien faire ces images, c'est un plaisir que j'ai. Après, effectivement, c'est du boulot, parce que quand on est tout seul et qu'on veut se filmer en Antarctique, il faut poser la caméra sur un trépied, passer dans le champ, et puis après faire demi-tour, faire marche arrière pour aller récupérer la caméra. Le fait qu'il fasse très froid, c'est aussi compliqué, parce que tu le fais pas tous les jours. Mais de toute façon, une fois que tu es passé devant ta caméra dans une tempête, dans la neige molle, dans le beau temps, 2-3 fois, le plan tu l'as, t'es pas obligé de le refaire tous les jours. Mais c'est contraignant de filmer dans ces situations, parce que les batteries n'aiment pas le froid, donc les batteries il faut les garder au chaud dans une poche intérieure et puis les mettre dans la caméra que quand on veut filmer. Moi, il m'est arrivé plein de fois de lancer la caméra, de passer devant le champ pour m'apercevoir qu'en fait la caméra, la batterie était morte, quoi, et donc il fallait recommencer l'opération plus tard quand la batterie sera chaude, etc. Donc c'est très contraignant. Après moi j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Quand je revois les images de moi en train de galérer dans la neige molle, dans mon canapé bien au chaud à Paris, je me dis que j'ai bien fait, quoi. Et pour le film, ces scènes-là en fait fonctionnent bien, parce que si tu as que des scènes où tu es face caméra en disant que tu galères ou que tu as froid ou que tu sais pas pourquoi tu fais ça, finalement tu te rends pas compte de tout. Il faut voir un peu en situation, et quand tu es tout seul, c'est vrai que c'est plus difficile. Après, voilà, moi je fais des images depuis le début. Je me suis astreint tous les jours à poster du contenu. Alors c'est pas moi qui le faisais directement. Moi j'envoyais par téléphone satellite une photo et un texte sur ma journée via une agence de com qui s'appelait l'agence Relief, qui relayait sur mes propres réseaux, sur mon propre Instagram, sur ma propre page Facebook, pour tenir au courant mes partenaires, mes sponsors, mes potes, ma famille, et puis toutes les personnes qui voulaient suivre l'aventure. Et finalement moi, j'étais abasourdi par le soutien, l'enthousiasme, l'engouement qu'il y a eu autour de cette expédition, parce que tous les jours, il y avait plus de personnes qui suivaient, tous les jours, il y avait plus de personnes qui commentaient l'aventure, qui avaient l'impression d'y prendre un petit peu part, parce que j'ai l'impression, parce que moi, il y avait ma position GPS qui était retransmise sur une carte en direct. Je faisais parfois des appels satellites avec un de mes sponsors qui était retransmis, et j'ai l'impression que les gens prenaient un peu part à l'aventure de cette façon-là, et il y a eu des dizaines de milliers de personnes qui ont pu suivre l'aventure comme ça, et moi ça me motivait aussi de savoir que j'étais suivi, qu'il y avait des personnes que ça inspirait pour se lancer dans leurs propres aventures, et moi j'ai été ravi de cet enthousiasme-là. Et donc la création de contenu, les photos et tout, je l'ai fait parce que dans tous les cas je l'aurais fait, et parce qu'il y avait des personnes qui me suivaient. Ouais. En tout cas, je recommande vraiment aux gens qui sont un petit peu curieux, je mettrai les liens dans la description, et avec plaisir. Vraiment je mettrai toutes tes références, tes réseaux sociaux, parce que tu le fais, je trouve que tu le fais avec ton style et qui t'est propre, et ton site il est magnifique en termes de qualité de photos. On sent que c'est quelque chose qui te plaît, et que tu le fais vraiment avec professionnalisme et avec passion, et c'est rare de retrouver les deux, donc je mettrai tout ça, et j'encourage vraiment les auditeurs à le faire, parce que ça fait voyager. En plus tu l'as bien documenté, ton site il est super bien fait. Et du coup, où est-ce qu'on peut te suivre, où est-ce qu'on peut suivre un petit peu tes prochaines actualités? Est-ce que tu as un prochain défi aussi? Ouais, alors sur le prochain défi, d'abord, pour le moment, alors je suis assez décevant sur cette réponse, j'en ai pas en tête, et en fait ce serait pas raisonnable, je pense, d'en avoir un tout de suite, parce que moi je fonctionne par projet, et ce projet antarctique, à mon sens, il sera terminé que quand j'aurai fini mon bouquin. Là aujourd'hui on a fini un 52 minutes qui passe aujourd'hui sur Ushuaïa TV, et puis en septembre je le mettrai sur Vimeo, en VOD, en location ou en streaming, dès le mois de septembre, pour pouvoir voir le film. Il y aura aussi des DVD, mais l'idée pour moi c'est de bien conclure ce projet antarctique avec le meilleur livre possible, et j'attends de finir ce bouquin avant de me projeter dans une autre aventure. Après, pour vous donner un élément de réponse, c'est vrai que plus je m'inspire et plus je me nourris de l'expérience des autres. Là je suis vraiment dans une phase où je m'inspire de ce que font les uns et les autres, que ce soit des aventuriers, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des artistes. Je regarde un petit peu ce que les gens font, et c'est éminemment inspirant. Et plus je le fais, et plus je me dis
que la prochaine aventure, la prochaine expédition d'envergure, il faudrait, en tout cas j'aimerais, m'engager pour une cause, m'engager avec un combat. Alors ça peut être la biodiversité, ça peut être l'environnement, ça peut être le climat, ça peut être le plastique. J'ai aucune idée dans quelle direction aller, mais je trouve que ça devient de plus en plus nécessaire. Là on enregistre ce podcast, c'est la canicule, c'est pas la première de l'année. Je trouve que ça devient vraiment un sujet urgent, important, que mes aventures, mes expéditions peuvent être une plateforme pour s'engager, pour sensibiliser. Donc moi plus j'avance et plus je me dis qu'il faudrait aller dans cette direction-là, ça me semble important. Cette expédition en Antarctique, c'est une expédition éminemment solitaire, éminemment individuelle, et j'étais voilà, je l'ai toujours défendu, hein. J'ai dit que c'était un rêve de gosse depuis le départ. Il n'y avait pas de cause que j'avais ajoutée à cette expédition parce que je trouvais ça pas très honnête en fait de ma part, parce que la vraie raison qui me poussait à entreprendre cette aventure en Antarctique, c'est que c'était un rêve perso, quoi. C'était pas, je trouve qu'ajouter une dimension supplémentaire sur l'environnement, ça aurait été un peu courir de chevaux et finalement pas être très très cohérent avec ma démarche. Mais voilà, donc sur les suivantes, j'aimerais bien m'engager avec un message. Donc voilà, le vrai projet pour ouais, c'est en cours de réflexion. Le vrai projet, c'est le bouquin. Après voilà, j'ai des petites aventures à droite à gauche. Là je reviens d'une traversée de la France à vélo jusqu'au pôle sud de la France, donc le point le plus méridional de la France continentale, où on a roulé une semaine de Notre-Dame de Paris jusqu'au Puig de Comanegra, qui est sur la frontière espagnole. Donc j'ai besoin d'avoir ce genre de petits projets en plus. Il y en aura plein de petits autres, et ça on peut les suivre majoritairement sur Instagram. Mon compte Instagram, c'est mon prénom et mon nom, Mathieu Torder. Là-dessus je suis assez actif. Après aussi sur ma page Facebook qui s'appelle Mathieu Torder Aventurier, et puis sinon il y a mon site internet mathieutorder.com. C'est là que je suis le plus actif et que je poste le plus de contenu. Ok, bon bah en tout cas ouais, comme je le disais, je mettrai tous les liens et n'hésite pas à me partager ton documentaire et ton livre, comme ça je t'aiderai à les relayer. D'ailleurs on en parlera en antenne, mais j'ai peut-être des personnes à te recommander. Avec plaisir. Voilà. Mais j'ai une toute dernière question qui me titille un petit peu. J'ai vu, alors sur ton site, je compte plus de 19 expéditions. Ah bon? T'as compté? Ouais, il y a 10 expéditions majeures, mais peut-être 19 expéditions relatées sur 19 en dessous. Tu n'as pas encore 28 ans. Ouais, j'ai 27 ans. Comment est-ce que tu trouves tu fais des conférences, tu fais des livres, comment est-ce que tu trouves le temps de tout faire? Je pense que je suis peut-être un petit peu super actif. Après, j'ai eu la chance, pour faire un retour en arrière, de faire des études dans lesquelles j'avais beaucoup de temps l'été. C'est-à-dire que moi, j'avais toujours 4 mois de vacances l'été. Alors parfois, j'avais des stages qui étaient obligatoires, mais c'était pas la majorité des années. Et en fait, j'ai réussi à exploiter ce temps à fond en bossant au début, comme je le disais, en tant que serveur pour me payer les expéditions de l'été, quoi. Et puis au fur et à mesure de travailler avec des partenaires et des sponsors, mais j'ai vraiment exploité à fond cet été. J'ai répondu, enfin les étés plutôt, j'ai répondu à l'appel de certaines personnes qui cherchaient des coéquipiers pour faire des aventures. Donc c'était le cas quand j'ai traversé l'Atlantique à la voile, où il y avait quelqu'un qui cherchait un équipier, et moi j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. J'ai fait un deuxième voyage en 4L pour le coup, de Irkoutsk en Russie sur le lac Baïkal en Ouzbékistan, jusqu'à Samarkand, où là c'était en 4L et c'était pareil, quelqu'un qui cherchait une personne pour amener sa 4L. Donc en fait c'est en saisissant des opportunités et puis en bossant aussi un petit peu sans relâche, hein, mine de rien, ce genre d'aventure ça se fait pas en claquant des doigts. Moi j'étais toujours un petit peu étudiant et je travaillais sur mes projets à côté, j'arrivais à coupler les deux, mais c'est du boulot. Après moi j'ai cette nature aussi d'avoir toujours plein de projets, de faire toujours plein de choses. Je me dis aussi qu'il y a une urgence de vivre. Alors je sais pas si c'est bien exprimé, mais je sais pas, je me dis que j'ai pas envie d'avoir de regrets plus tard, et donc tout se passe très vite. J'essaye de saisir les opportunités et pour pas avoir de regrets. Pour moi la vie elle se vit maintenant, et j'ai pas envie de me dire plus tard j'aurais pu faire ça, j'aurais dû faire ça. Donc j'essaye de le faire, quoi. Si j'ai une envie de faire un livre, je me dis essayons de le faire, quoi. Essayons de rencontrer les gens qui ont fait des bouquins, essayons de rencontrer les éditeurs, essayons de comprendre comment ça fonctionne, et puis à un moment faut se lancer, faut y aller, quoi. Un petit peu ce qu'on se disait au début, quoi. Donc c'est un peu cette urgence de vivre en se disant que voilà, la vie est courte, que tout peut s'arrêter demain, et que on a la chance d'être en France, on a d'avoir de la liberté de voyager, et voilà, et moi je capitalise sur mes enseignements, sur les relations que je me suis faites pour démarrer des projets et pour les développer. Okay. Donc voilà, pas d'organisation spéciale, pas de
Pas de petites techniques un peu particulières. Après, ça devait... Non, mais après, voilà, moi, mon quotidien, il est un peu similaire à celui d'un entrepreneur, quoi. C'est-à-dire que Enfin, encore une fois, la conception de Mathieu Turner est une tête brûlée, ou Mathieu Turner passe son temps à l'aventure, c'est vrai et pas vrai, quoi. Moi, je passe peut-être 10% de mon temps à l'aventure et 90% de mon temps derrière un ordi et au téléphone à monter des aventures, à chercher des partenaires, à faire de la com, comme on le fait là, avec ce podcast, à chercher des fonds. Tout ça sont des projets de longue haleine et finalement sont très intégrés dans notre système, dans notre société, parce que voilà, je cherche des partenaires, je monte des opérations de com, etc. Donc mon quotidien est très lié à celui d'un entrepreneur. Moi, je fais des tableurs Excel, je réponds à des mails, j'ai pas de technique particulière, quoi. Je bosse un petit peu comme la majorité des gens qui nous écoutent. Ok, bah écoute, merci beaucoup en tout cas Mathieu pour toutes ces réponses et cet épisode fort en enseignement et en émotion. Bah merci à toi. Je termine toujours le podcast par la même question qui est de savoir qui serait le prochain extraterrien que tu aimerais écouter sur ce podcast. Il peut y en avoir plusieurs. Qui ça pourrait être Là, on a beaucoup parlé d'aventures, d'expéditions, d'aventures lointaines, etc. Et il y a un concept qui a été développé par une personne qui s'appelle Alastair Humphreys. Alastair Humphreys, c'est un Anglais qui, lui, a développé le concept de la micro-aventure. Et donc, la micro-aventure, ça consiste à vivre des aventures qui sont proches de chez soi, qui sont assez peu coûteuses, qui demandent assez peu de moyens. Et en fait, je trouve que c'est éminemment inspirant ce concept parce que aujourd'hui, avec justement l'urgence climatique, prendre l'avion, ça n'a pas forcément beaucoup de sens quand on pense à ça. Et puis on a pas forcément aussi beaucoup de temps pour se lancer dans des grands voyages, des grandes expéditions, et je trouve justement que la micro-aventure répond à pas mal de problèmes et pas mal de frustrations des citadins. Et donc moi je trouve que ce Alastair Humphreys, il serait intéressant de l'interroger parce qu'il a ce très beau concept de la micro-aventure qui a été repris par un média qui s'appelle Chiloé, et donc on pourrait aussi interviewer les créateurs de Chiloé qui justement essayent de pousser les citadins à vivre des aventures proches de chez soi, à l'extérieur, aux alentours des grandes villes. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour cette recommandation. Je m'attendais pas du tout à ça. Donc ça tombe parfait, ça tombe très bien. Et tu peux rappeler le nom du livre ou c'est un concept ou un livre? Alors c'est les deux. C'est un guide qui s'appelle Chiloé. Chiloé, Chilowe. Et la personne en question qui a développé le concept de la micro-aventure, qui n'est pas lié à Chiloé, c'est Alastair Humphreys. Ok, super, bon bah génial. Je te redemanderai l'orthographe exacte parce que je pense que ça marche. Je ne retrouverai pas tout seul. Merci beaucoup Mathieu. Merci à toi, c'était un grand plaisir. Salut. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. D'ailleurs, si vous êtes encore ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains épisodes et à mettre 5 étoiles sur iTunes, ça m'aide vraiment beaucoup. Je vous ai mis tous les liens de Mathieu dans la description afin que vous puissiez le suivre sur les réseaux sociaux et que vous puissiez voir un petit peu la qualité des photos qu'il prend. Pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine et on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Extraterrien. Allez, ciao!